Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Alors on va parler des marchés, tout d'abord des indices, avec ce marché français, le CAC 40, qui est ralenti, on est toujours dans le rouge ce matin, alors que hier on a eu une séance tout de même marquée par des mouvements algorithmiques, mais séance haussière. Aujourd'hui on aurait pu penser que ça aurait été la même chose et pourtant on reste dans le rouge après une heure de cotation. Vous, quel est votre sentiment sur les marchés aujourd'hui ? Alors pour ce qui est des indices européens, bon, c'est vrai qu'on a bien rebondi ces deux dernières séances et si on regarde par rapport au plus bas de la semaine, on a gagné pas loin de 4% entre les extrêmes s'agissant du CAC 40 et on n'a pas franchi de niveau de résistance. Donc comme on est dans un marché de trading range et qu'on revient à proximité des zones hautes, autour des 4960 à 5000 points, on est proche d'une zone de résistance. Donc c'est plutôt un point d'allègement et d'ailleurs si je regarde les compositions des valeurs, on a peu vraiment de valeurs qui composent l'indice CAC 40 qui parviennent à donner des signaux qui permettraient d'envisager une poursuite de cette tendance haussière. On a quelques rares valeurs, je pense à Airbus justement qui marquait un nouveau plus haut historique hier, qui ont encore justement du potentiel pour continuer de progresser. Mais du côté des indices européens, on a des divergences. Après, le DAX 30 par exemple continue de progresser, le CAC 40 quant à lui reste bloqué sous une zone de résistance. Donc autour des 4960, 5000 points, après un rebond de 4% depuis les premiers mois de la semaine, j'estime qu'on a peu de potentiel d'appréciation et j'aurais plutôt tendance à alléger sur le niveau actuel. Il faut alléger sur le CAC alors. Ouais. Voilà, plutôt rester à l'écart. On n'a pas vraiment de signaux vendeurs. On peut corriger un petit peu après les 4% de hausse, reperdre 1% dans le courant de la journée, mais on n'a pas non plus de signaux à proprement parler baissiers. D'accord. Donc on a donc la demi-journée, les marchés américains vont ouvrir sur seulement une demi-journée et également lundi on va avoir le retour finalement de toutes ces grosses valeurs qui vont publier leurs résultats, notamment les Walmart qui vont donner leurs résultats de consommation. C'est un week-end très important aux États-Unis en termes de consommation. Ça pourrait du coup avoir un impact sur les marchés, ce retour des investisseurs lundi ? Oui, très certainement, d'autant qu'on a des indices américains, si on regarde le S&P 500 qui sont revenus à proximité de leur plus haut annuel, sous les 2100 et puis les plus hauts qui avaient été marqués au cours de l'été dans la zone des 2130 points. Tant qu'on est sous ces niveaux, ça limite le potentiel d'appréciation, mais si on parvient à avoir un élément déclencheur, qu'il soit macroéconomique ou microéconomique, avec des bonnes publications notamment, eh bien ça pourrait permettre de franchir la résistance et traduire alors un retour en force des investisseurs qui permettrait d'aller sur des niveaux plus élevés. Donc pour le moment, un marché plutôt hésitant. Si on regarde S&P 500 comme CAC 40, c'est vrai que pour le moment, sous les résistances, c'est plutôt le moment de se montrer prudent. Après, au niveau des valeurs, on peut trouver quelques valeurs qui continuent sur leur lancée. J'évoquais tout à l'heure justement Airbus, et aux États-Unis, on a ainsi quelques valeurs qui marquent de nouveaux records. C'est le cas de Facebook par exemple, mais c'est vrai que ça reste une minorité des composants. D'accord. Donc vous recommandez là actuellement de plutôt rester à l'écart, on va dire ou en tout cas de clore les positions. Plutôt, oui, d'être sous-exposé. Il y a des périodes où les marchés sont clairement en tendance. C'était le cas au cours du premier semestre. C'était très net suite à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, le plan d'assouplissement quantitatif. On a vu des marchés très directionnels. Cet été, on est ensuite rentré en phase corrective. On avait vraiment du directionnel. Et bien là, depuis 2-3 semaines, on n'a plus vraiment de directionnel en Europe. Donc c'est plutôt des phases où il vaut mieux rester sous-exposé, attendre d'avoir un marché qui reprend une orientation et attendre les opportunités. Mais il faut savoir adapter son approche, sa stratégie aux conditions de marché. D'accord. Alors concernant les devises, maintenant, on a un euro-dollar qui continue de baisser par rapport notamment au niveau de début octobre. En revanche, on a l'impression qu'on consolide un petit peu, là, que ça bouge un petit peu moins par rapport à il y a quelques semaines.
Quel est votre sentiment sur l'affaire? Oui, en effet, bon, c'est vrai que c'est le dollar américain qui est resté très fort. Hein. On a eu un mouvement d'appréciation sur le dollar qui a été fort ces dernières semaines. Et si on regarde d'ailleurs l'euro face au dollar américain, depuis la mi-octobre, on a reculé de 8%. Hein. On a un peu plus d'un mois. Donc à l'approche des plus bas annuels qui avaient été marqués au cours du mois de mars, hein, à 1,045, c'est vrai qu'on voit un ralentissement de la baisse de la parité euro-dollar. En revanche, on n'a pas de signaux de retournement à proprement parler. On a quelques tentatives de rebond poussif, mais même chose hein, sur la matière première, vu qu'on a une corrélation inverse. Quand le dollar est fort, eh bien on a des matières premières sous pression. Vous avez vu l'or ou le baril de pétrole. Et même si on a une consolidation, une stabilisation du dollar sur les niveaux actuels, ce n'est pas suffisant pour inverser hein, et donner lieu à une reprise durable sur la matière première pour le moment. Donc euro-dollar, à l'approche des plus bas annuels, on n'a plus de potentiel baissier. On peut surveiller les signaux de reprise, mais c'est vrai que pour le moment, on ne les a pas. On ne les a pas sur l'euro-dollar. En revanche, sur l'euro face au dollar australien, on a un scénario potentiellement intéressant en intraday, puisqu'on est en train de franchir, hein, on a franchi un niveau palier à 1,47. On a une figure de renversement en épaule, tête-épaule inversée. Donc c'est vrai qu'on a effectué ce matin un pullback dans la zone des 1,47 à 1,47,10 qui permet d'envisager eh bien, un mouvement d'appréciation de l'ordre de 1,5 à 0,7% dans le courant de la séance. Donc c'est vrai qu'en intraday, plutôt que d'aller sur les actions où on en aura un marché calme compte tenu justement du Black Friday, sur le marché du Forex, l'euro face au dollar australien, pour jouer un scénario de reprise de court terme, ça peut être intéressant de regarder ça. Alors Aziz, je vais me retourner maintenant vers Aziz, c'est un discours que vous entendez ça, hein, les devises, c'est vrai que vous les suivez aussi pas mal. L'euro AUD, c'est comme le propose Jérôme, c'est un scénario qui paraît être alléchant? Alors, ce qui est intéressant sur l'euro AUD et l'euro face au dollar américain également, c'est qu'effectivement, on a beaucoup chuté depuis un peu plus d'un mois maintenant, et qu'on arrive sur des seuils où on se stabilise légèrement. Alors, c'est une raison très simple pour moi, c'est qu'on approche de l'échéance des discours des banquiers centraux et que les gérants, les investisseurs de manière générale, ne veulent pas être trop exposés dans des horizons assez larges avant ces échéances qui sont très importantes, notamment qui vont déterminer, on a vu l'orientation de l'euro-dollar, comment on a pris cette forte tendance baissière suite aux déclarations de Mario Draghi, qui disait qu'on pouvait avoir un assouplissement quantitatif supplémentaire en Europe. Alors la stratégie que propose Jérôme, donc, qui est celle d'essayer de se positionner en intraday sur des rebonds, c'est celle que je vous recommandais ce matin sur l'euro-dollar également, et vous voyez bien qu'il y a un consensus qui commence à se faire puisque les stratégies vont être réduites à des échéances beaucoup plus courtes qu'avant, parce qu'on approche notamment de ces deux fameux discours qui seront déterminants sur à la fois l'orientation du marché action éventuellement et également sur les devises. Donc Jérôme, vous estimez que là, pour l'instant, comme vous le disiez, il n'y a pas grand-chose à faire sur les indices. Il vaut mieux, ni sur les actions, il vaut mieux se focaliser sur le marché du Forex. Hein. C'est ça, il y aura plus d'opportunités là-dessus. Voilà, le marché du Forex ou quelques actions ou indices sur des horizons de temps très ciblés sur le court terme. Mais c'est vrai que d'une manière générale, la tendance des indices boursiers est actuellement neutre. Ça peut se prolonger, donc il vaut mieux traiter de façon ciblée plutôt qu'être exposé et puis voir des marchés qui sont plutôt hésitants ou qui font du trading range comme c'est le cas depuis 2-3 semaines. Ouais. Alors concernant les valeurs, vous dites donc on peut aller sur quelques valeurs. Quelles seraient les valeurs que vous recommandez aujourd'hui? On a par exemple une hausse aujourd'hui de Total, Total Gabon et de Soitec, Génico sont les principales hausses du jour. Est-ce que ce sont des valeurs que vous pourriez recommander aujourd'hui? Alors quotidiennement, c'est vrai, j'utilise des filtres au niveau des valeurs pour essayer de regarder en fonction des titres qui marquent des nouveaux plus hauts sur un an glissant, qui sont donc en avance sur le CAC 40, voir si on peut avoir des valeurs. On a aujourd'hui sur Euronext une dizaine de valeurs, mais on n'a pas de timing sur ces titres et surtout on n'a pas suffisamment de volume, on n'a pas de signaux significatifs qui permettent d'avoir des sorties de phases de consolidation. Donc en l'état, c'est vrai que sur les valeurs, même si on a plusieurs centaines de valeurs disponibles en Europe, les filtres que j'utilise, les scénarios que je recherche, eh bien, on n'a pas vraiment de valeurs qui correspondent à ce type de critères techniques. Donc, d'ailleurs,
ce n'est pas étonnant non plus. On voyait que sur les indices, on est en trading range. Eh bien, c'est parce que la grande majorité des composantes de ces indices sont elles-mêmes plutôt hésitantes. Donc, tant qu'on n'aura pas d'éléments déclencheurs pour sortir de cette phase de consolidation par le haut ou par le bas, on risque de continuer d'évoluer sur des niveaux d'équilibre, comme c'est le cas depuis quelques temps. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de ce trading range. On est sur aujourd'hui une stratégie de range. C'est ce que vous maintenez, vous êtes analyste. Il faut aujourd'hui avoir ce type de stratégie pour être sur les indices et les actions? Alors après, tout dépend de la façon dont on intervient. Il y a des investisseurs, des traders qui sont à l'aise sur des marchés comme ça, d'évolution en trading range. En ce qui me concerne, je suis plutôt en suivi de tendance, donc j'aurais plutôt tendance à rechercher des actifs qui correspondent à des configurations structurées plutôt qu'à des marchés qui évoluent en trading range. Donc raison pour laquelle j'ai tendance à me détourner de ces indices qui sont en trading range, des actifs d'une manière générale qui sont en trading range, pour rechercher des actifs qui sont davantage en termes de tendance ou de retournement, comme c'est le cas, en tout cas on tente de le faire en intraday sur l'euro face au dollar australien. Merci Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. On passe à la suite de Direct Investisseur. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading.